Fyodor Dostoïevski, Une sale histoire, chapitre 2. Des coutumes russes, il ignore tout, et quant aux chansons populaires, il n'en connaissent d'habitude qu'une seule, le boulot, et encore parce que celle-ci est jouée perpétuellement sur tous les orgues de barbarie. Bref, c'est un type zoologique particulier, calme et soumis, et qui se constitua au cours de ces 35 dernières années. Cependant, Akim Petrovitch n'était pas un imbécile. Si le général lui avait demandé quelque chose de son ressort, le chef de bureau aurait répondu et soutenu la conversation. Mais il considérait comme une véritable indécence pour un subordonné de répondre à des questions qui ne le regardaient en rien. Le vieux brûlait de curiosité. Cependant, sur un véritable motif de la visite de son Excellence. S'enfonçant de plus en plus dans un abîme de mélancolie et de distraction, Ivan Ilitch goûtait de plus en plus souvent à sa coupe qui, par les soins dévoués d'Akim Petrovitch, demeurait sans cesse remplie jusqu'à bord. Ivan Ilitch, las du silence, pesant, chercha donc à s'intéresser aux danses, dont le spectacle accapara bientôt toute son attention. Elle était vraiment gaie. Les invités s'adonnaient à la joie dans toute la simplicité de leur cœur. Bien que les bons danseurs ne fussent pas nombreux, les maladroits suppléants suppléaient à ce manque d'élégance en faisant tant de bruit avec leur talent qu'on eût pu les prendre pour des maîtres de ballet. L'officier se distinguait particulièrement. On voyait qu'il aimait les figures de solo, car, resté seul avec sa danseuse au milieu de la salle, il prenait des poses extraordinaires. Tantôt, droit comme un poteau indicateur, il se penchait tellement sur le côté que ce mouvement laissait croire à une chute prochaine. Il se redressait cependant aussitôt, au pas suivant, pour se pencher à nouveau de l'autre côté, formant ainsi un angle de 45 degrés avec le parquet. L'expression de sa figure était des plus sérieuses, et il dansait avec une véritable conviction, propre à étonner tout le monde. Un autre danseur, dont la cargaison de boissons était sans doute complète dès le début de la soirée, s'était endormi auprès de sa dame, de sorte que cette dernière était obligée de danser seule. Un jeune fonctionnaire, cavalier d'une danseuse à écharpe bleue, répétait sans cesse le même tour qu'il considérait évidemment comme très spirituel. Restant en arrière de sa dame, il saisissait le voile de sa partenaire et y déposait une dizaine de baisers. Sa cavalière, cependant, semblait ne pas attacher d'importance à cet hommage répété et majestueusement accomplissait les rites de la danse. L'étudiant n'avait pas manqué sa promesse et exécuta le solo, les jambes en l'air, ce qui lui attira l'admiration de toute la société. Bref, le sans-façon régnait. Ivan Ilitch, qui se trouvait sous l'action généreuse du vin, commençait déjà à sourire, quand il sentit brusquement un doute amer s'introduire dans son âme. Cette aisance qu'il avait appelée de tous ses voeux au moment où les invités reculaient devant lui, cette aisance tournait au sans-gêne. Et quel sans-gêne, mon Dieu! Une dame, par exemple, vêtue d'une robe de velours bleu, qui certainement lui venait de quatrième main, avait épinglé sa robe de façon qu'elle ressemblât à un pantalon. C'était cette façon, cette même Cléopâtre, Séménovna, en compagnie de qui on pouvait tout risquer, ainsi que l'avait déclaré l'étudiant. Comment tout cela est-il arrivé? Songeait le général, un peu vexé. Il reculait, et maintenant les voilà émancipés. Ce changement d'attitude, cette aisance affectueuse vers laquelle tout son être s'était tendu passionnément, lui semblait maintenant tellement étrange et menaçant que le pauvre dignitaire y devenait presque un présage d'événements beaucoup plus graves. On eût dit que tous ces gens avaient oublié jusqu'à son existence même, et cependant, malgré l'incertitude mortelle qui peu à peu envahissait son âme, Ivan Ilitch riait et applaudissait. Akim Petrovitch souriait respectueusement, à l'unisson de son chef, sans se douter que son Excellence nourrissait dans son sein un nouveau ver rongeur. Très bien, jeune homme, vous dansez très bien, criait le général s'adressant à l'étudiant qui passait à ses côtés. Le danseur se tourna brusquement vers son Excellence et faisant une grimace impossible, rapprocha sa figure de celle d'Ivan Ilitch et lança à son nez un joyeux cocorico. C'en était trop. À cette plaisanterie un peu exagérée, Ivan Ilitch se leva. Un éclat de rire général l'accueillit. Le chant du coq ayant été vraiment bien imité, quant à la grimace, ça dépassait tout. Plongé dans la stupéfaction, le général se tenait encore debout,
quand Pseldonimov, accompagné de sa mère, arriva pour lui annoncer que le souper était servi. Petit père, votre Excellence, disait la vieille en s'inclinant, faites-nous l'insigne l'honneur de partager notre modeste repas. Je ne sais vraiment pas, je ne sais vraiment, bégaya Ivan Ilitch, je ne sais je suis pas venu pour cela, je m'apprêtais à partir. En effet, le général venait de se jurer qu'il ne resterait pas une minute de plus. Il avait même pris son bonnet à la main, mais le destin était là. Ivan Ilitch resta. Une minute plus tard, précédé de Pseldonimov et flanqué de la bonne vieille mère, il conduisait le cortège qui se rendait au Agathe. On l'installa à la place d'honneur et une nouvelle bouteille de champagne fut posée devant son couvert. D'un geste qu'il jugea aussitôt lui-même très étrange, le général s'était emparé d'une bouteille de vodka pour s'en verser un verre, comme il n'en avait jusqu'ici jamais goûté. Ivan Ilitch, sans verre bu, eut une sensation aussi rapide que singulière. Il lui sembla qu'il roulait du haut d'une montagne. Se sentant descendre, il voulait se raccrocher à quelque chose. Il était obligé de s'avouer l'impossibilité pour lui de le faire. La situation du général devenait de plus en plus excentrique. En vérité, Dieu sait ce qu'il était devenu en l'espace d'une heure. En entrant, qu'il tendait ses bras, non seulement à ses subordonnés, mais, pour ainsi dire, à l'humanité tout entière. Et voilà qu'une heure après toutes les souffrances de son cœur l'obligeaient à détester Pseldonimov, à le maudire, lui, son épouse et son mariage. Cette haine, d'ailleurs, semblait partagée. Le général le lisait dans les yeux de Pseldonimov. Le regard navré du malheureux gratte-papier ne disait-il pas que le diable t'emporte, général de malheur? Malgré cette hostilité, pourtant si visible, Ivan Ilitch se serait laissé couper la main plutôt que d'avouer, non seulement tout haut, mais encore en lui-même, que sa façon d'agir était effectivement stupide. L'instant des mea culpa n'avait pas encore sonné. Mais le cœur, lui faisait mal. Serré, il essayait de s'élancer à l'air libre, aspirant au repas. Ivan Ilitch, qui, au fond, était un brave homme, savait très bien qu'il aurait dû partir il y a longtemps déjà. Et non seulement partir, mais se sauver à toutes jambes, car il sentait que la réalité différait de ce que lui avaient fait entrevoir les rêves caressés sur le trottoir. Pourquoi suis-je donc venu ici? Ce n'est pourtant pas pour manger et boire, s'humurigeait-il, tout en goûtant des akouskis présentés en l'occurrence par un filet de harangue. À la langue, le dignitaire aboutissait même à la négation complète. L'ironie s'insinuait doucement dans son âme et son prétendu acte d'héroïsme lui paraissait maintenant tellement ridicule qu'il finit par ne plus savoir ce qu'il était venu faire en cette maison. Il fallait sortir, mais comment? Fallait-on dire de tout cela? De mauvaises langues ne prétendraient-elles pas qu'il faisait des excursions dans des endroits peu recommandables? Que dira-t-on demain? Car tu se sais, suggérait le doute. Que diront Stéphane Nikiforovitch, Semyon Ivanovitch, les bureaux, les salons, les chambelles, les choubines? Je ne peux cependant pas partir avant d'avoir fait comprendre à tout ce monde pourquoi je suis venu, songeait-il, pour se justifier devant le tribunal de sa conscience. Je ne peux pas m'en aller avant de leur avoir dévoilé le but moral de ma visite. Et le moment pathétique qui n'arrivait point, ils ne me respectent même pas, continuait le malheureux. Pourquoi rient-ils? Leur sang-gêne est si grand qu'on les dirait privés de cœur. Il y a longtemps que je suspecte la génération actuelle de ne pas avoir de cœur. Et pourtant, il ne faut pas rester ici, quoi qu'il arrive. Mais qui sait, maintenant que les voilà réunis autour de la table, je pourrais peut-être leur parler de questions vitales, de réforme, de la grandeur future de la Russie. Serait-il donc impossible de leur insuffler de l'enthousiasme? Tout n'est peut-être pas perdu encore. Et qui sait si, dans la réalité, les choses ne doivent pas se passer ainsi? Mais par où commencer? Comment les attirer? Les capter? Que faut-il que j'invente? Je m'y perds. Mon Dieu, je m'y perds. Que me veulent-ils? Mais par où commencer? Comment les attirer? Les capter? Que faut-il que j'invente? Je m'y perds. Mon Dieu, je m'y perds. Que me veulent-ils? Que désirent-ils? Je vois leur rire dissimulé. Se moqueraient-ils de moi, mon Dieu?
Mais qu'est-ce que je veux donc? Pourquoi suis-je ici? Pourquoi ne pas partir? Le général songeait ainsi, tandis qu'une honte profonde, écrasante, envahissait peu à peu son cœur. Cependant, les événements impitoyables suivaient leur cours. Un quart d'heure ne s'était pas encore écoulé depuis que la société s'était mise à table, quand une pensée terrifiante s'imposa soudain au général. Le malheureux se rendait parfaitement compte qu'il était effroyablement ivre. Ce n'était pas la griserie de tout à l'heure, légère et riante, mais une ivresse irrémédiable et définitive. La cause en était ce mot d'hiver de vodka qu'il venait d'absorber après le champagne, et qui, tout de suite, avait fait son effet. Une faiblesse étrange l'anéantissait. Il le constatait, et une sueur froide perlait à son front. Il est ivre, et il est vrai que son courage augmentait à mesure, mais sa conscience le harcelait toujours, ne cessant de crier: «C'est mal, c'est très mal, et même, ce n'est point du tout comme il faut.» Tantôt, c'étaient ses pensées vacillantes qui ne pouvaient se fixer sur un point, tantôt, il sentait que son être se dédoublait positivement. D'un côté, le courage, le désir de vaincre, la volonté de détruire les obstacles, l'assurance désespérée que le but pouvait encore être atteint. De l'autre, une pénible douleur dans l'âme et des arrêts subits du cœur. Et par-dessus, la question terrible qui le torturait sans répit. Comment tout cela allait-il finir? Et qu'arriverait-il demain? Demain, demain, toujours ce demain. Un peu avant, déjà le général avait cru sentir la présence d'adversaires parmi les invités. Il avait voulu alors écarter ce soupçon. C'est sans doute que j'étais un peu ivre en arrivant, s'était-il dit. Mais quelle fut sa terreur quand, d'après les indiscutables précisions que venaient de lui fournir ses observations, il acquit la certitude d'être entouré d'implacables ennemis. Et pourquoi? Pourquoi tout cela? Se demandait-il, plein de désespoir. Une trentaine de personnes siégeaient autour de la table, plusieurs, elles aussi, définitivement grises. Quant aux autres invités, ils se distinguaient par une indépendance d'allure qui avait tout à fait mauvais genre. Ils criaient, parlaient tous ensemble, portaient des toasts, bombardaient les dames avec des boulettes de pain. Dès le début du festin, un personnage plus que louche, vêtu d'une redingote graisseuse, était tombé sous la table pour y demeurer définitivement. Un autre manifestait à tout instant des velléités de grimper par les plats, afin de prononcer un speech, effort que l'officier contrariait sans cesse en le tirant par les pans de son habit. Bien que le cuisinier qui avait préparé le souper sortit d'une maison de grand seigneur, le menu était très éclectique. Il comportait de la galantine, une langue de bœuf aux pommes de terre, des côtelettes aux petits pois, et puis la pièce de choix, l'oie, destinée à couronner l'œuvre. Le blanc mangé ne devait arriver jusqu'au dessert. Comme boisson, il y avait de la bière, du vodka et du xérès. Une bouteille de champagne placée devant le général, obligeait celui-ci à s'en verser sans oublier Akim Petrovitch qu'il avait d'abord servi si largement, mais qui, maintenant, n'osait plus en prendre initiative. Pour les toasts, les invités de second ordre disposaient du vin de Caucase. La table elle-même était composée d'une multitude de petites tables de tout calibre. À côté, les uns aux autres, une table verte complétait le nombre. Tout cela était recouvert de nappes disparates aux couleurs différentes. La mère de Pseldonimov n'avait pas voulu s'asseoir, sous prétexte de s'occuper du service. Mais en revanche, une malencontreuse figure féminine que le général n'avait pas encore remarquée avait fait son apparition, vêtue d'une robe d'un rouge violent. Cette femme avait la joue bandée d'un mouchoir d'une propreté douteuse. C'était la maman de la mariée qui, vaincue la haine qu'elle éprouvait à l'égard de Madame Pseldonimov, mère, s'était enfin décidée à quitter sa cachette et à venir au salon à l'occasion du souper. Cette dame, qui regardait le général d'un air méchant, ou mi-méchant, mi-narquois, semblait craindre qu'on ne voulût la présenter aux convives de hasard, lequel, de son côté, trouvait à ce personnage un air suspect. Madame Mamiferov n'était d'ailleurs pas seule à éveiller la suspicion du dignitaire. D'autres individus, aussi peu sympathiques, inspiraient à Ivan Ilitch des craintes bien marquées. Il n'avait peut-être pas tort, car tous ces gens semblaient tramer un complot contre son Excellence. Oh, le général avait bien fini par s'en rendre compte durant le souper. Il y avait notamment un monsieur
pourvu d'une petite barbiche, l'air d'un peintre bohème qui, pendant le repas, s'était tourné plusieurs fois vers son voisin, lui murmurant quelque chose à l'oreille. Un autre, un étudiant probablement, paraissait non moins suspect, bien que complètement gris. Quant à l'étudiant qui imitait si bien les cris d'animaux, il n'inspirait en réalité qu'une confiance relative, de même que l'officier en lequel, hélas, Ivan Ilitch avait un moment placé ses derniers espoirs. Cependant, la haine la plus marquée se lisait sur la figure du collaborateur du Brandon. Sa façon de s'affaisser sur sa chaise, ses regards pleins d'orgueil et de provocation, la désinvolture qu'il affectait terrorisait positivement le général. Bien que les autres invités n'eussent pas l'air d'attacher une bien grande importance à ce personnage qui, entre parenthèses, n'avait jamais placé que 4 vers dans la revue susdite, le général n'était pas du tout rassuré à son égard. Quand une boulette de pain qui, visiblement, avait été destinée à Ivan Ilitch, tomba à proximité de son Excellence, celle-ci eût mis sa main au feu que cette familiarité déplacée venait du dangereux journaliste. On comprendra donc aisément que tout ce que nous venons de dire concernant la société put influencer d'une façon bien déplorable l'humeur du général.